Dans la vidéo précédente, on a parlé du placement de textures 2D. Donc il fallait créer des développements UV pour nos objets et placer les textures sur le carré de texture grâce au placement 2D texture ici qu'on a expliqué, ou d'autres systèmes via Arnold. Alors on a vu qu'il y avait des soucis si nos UV n'étaient pas corrects, donc s'ils étaient tirés simplement ou s'ils n'étaient simplement pas faits. On pourrait avoir toutes sortes de problèmes, comme par exemple si j'observe le développement ici, il est plein de coutures et du coup je vois apparaître sur un noise des coutures dans mon noise, ce qui peut ne pas être très agréable. Donc ce que je vais voir dans cette vidéo, c'est qu'il existe en fait d'autres textures que les textures 2D. Il existe des textures 3D, que ce soit dans les textures Maya ici, ou les textures d'Arnold. On a deux textures qui sont le Cell Noise et le Noise, qui sont des textures 3D. Ce qu'on a aussi, c'est la possibilité d'appliquer certaines textures 2D d'une certaine manière. Il faut que je le fasse par ici. Donc si je viens appliquer une texture ici, quand je fais un clic droit, je peux la créer de différentes manières. Je peux la créer notamment comme projection. Je vais zapper le stencil qui n'est pas très intéressant, mais donc je peux créer des textures comme projection, que ce soit via Maya ou via Arnold, et donc c'est ça que je vais voir dans cette vidéo-ci. Et donc on va voir qu'il existe des moyens de créer des textures sans utiliser vraiment les coordonnées. Alors je vais commencer par les textures 3D de Maya. Donc on a toute une série de textures ici, elles sont relativement peu intéressantes. Donc on va leur préférer vraiment les noises d'Arnold. Mais dans certains cas, notamment avec l'utilisation du texture deformer, donc le texture deformer qui est ici, notamment avec le texture deformer ou avec d'autres outils Maya, on utilise des textures et ça doit être absolument des textures de Maya. Donc on les utilise encore dans certaines circonstances et elles sont assez simples à comprendre. Je vais prendre celle qui est peut-être la plus intéressante. Donc on a le cloud qui peut être intéressant et le volume noise qui reste aussi lui intéressant. Donc quand on place ce genre de texture, ce dont on se rend compte immédiatement, c'est que l'application des textures est beaucoup plus régulière, uniforme. On voit que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'UV sur certains objets, ou que certains objets soient notamment étirés, c'est le cas de la sphère ici qui a une duplication, donc la sphère étirée ici qui a une duplication de celle-ci avec simplement une mise à l'échelle, donc on voit que directement les textures se placent correctement. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a un élément qui a été créé ici, donc si je vais dans mon outliner, je vois que j'ai un élément placement 3D texture qui a été créé, que je vais pouvoir utiliser pour déplacer ma texture dans l'espace. Je vais masquer pour le moment l'affichage des textures ici pour qu'on voit bien l'objet. Alors cet objet, je peux l'utiliser en mise à l'échelle, en rotation, comme je veux, je peux l'animer. C'est donc un objet qui a des coordonnées vraiment classiques. Alors ce qui peut être intéressant vraiment aussi, c'est de faire des mises à l'échelle seulement selon une direction, et on va obtenir des motifs de noise particuliers, donc qui vont être répétés dans un sens, mais pas dans les autres. Donc on a un écrasement dans une certaine direction de notre texture. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ces placements de texture. On a quelques boutons ici. Ici par exemple on vient mettre automatiquement notre texture aux dimensions de notre objet. On a notre manipulateur relativement classique ici qui nous permet donc de dimensionner notre noise. Alors on peut observer quand même une chose, c'est que si j'ai deux objets qui sont vraiment l'un à côté de l'autre ou qui se pénètrent, j'ai une continuité de ce type de noise. Donc c'est des noises qui sont vraiment intéressants et faciles à placer. Alors je ne rentre pas pour le moment dans le détail vraiment des textures elles-mêmes, j'en parlerai, donc tous ces paramètres-ci, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On va aller regarder maintenant les noises d'Arnold. Donc on a deux noises, le high cell noise et le high noise. Je vais prendre le cell noise ici et aller regarder vraiment leurs paramètres de positionnement. Donc je ne vais pas voir tous les paramètres, je vais me concentrer sur le scale, l'offset et les quelques paramètres ici.
Donc dans un premier temps, j'observe que mon noise il est créé en coordonnées objet. Je vais me mettre en world ici. Quand je me mets en world ici, je vois que j'ai la même continuité. Donc si j'ai plusieurs objets qui sont superposés, qui se rentrent les uns dans les autres, etc., je vois que j'ai une continuité très régulière de mon noise. Je peux venir avec l'offset le décaler selon un ou l'autre axe. Donc je pourrais même animer mon noise en utilisant ce paramètre d'offset. Je peux utiliser le scale pour soit étirer, soit écraser dans une direction mon noise. Donc je vois ici avec un seul paramètre ou plusieurs paramètres. Donc on aime souvent bien avoir les mêmes valeurs pour les trois paramètres. Donc ce que je fais encore bien, c'est de venir connecter simplement les valeurs de scale pour n'en avoir qu'une à manipuler. Donc ça permet assez facilement de manipuler simultanément les trois valeurs de scale. Donc je suis avec CTRL bouton du milieu ici pour avoir vraiment une glissière pour facilement dimensionner mon noise dans l'attribute editor. Donc on va aller regarder maintenant les différents choix qu'on a ici. Donc première chose que je peux observer, si je prends un objet et que je le déplace dans la vue, je vois que mon objet vient vraiment chercher sa texture en fonction de sa position dans l'espace. Donc là je suis sur vraiment le réglage world, et je vais donc avoir un problème si j'ai un objet qui est animé. C'est que sa texture risque de vraiment glisser sur l'objet. Donc on a un deuxième choix ici qui est objet. Cette fois, chaque objet, la texture va être définie vraiment dans l'espace objet de chacun des éléments. Donc on n'a plus de glissement de texture, en tout cas pour le moment. Si je prends maintenant cet objet-ci sur lequel j'ai mis un bend, je vais de nouveau retrouver un glissement de texture parce que l'objet, lui, se déforme. Donc, si je récapitule un petit peu, dans l'espace world, on va avoir du glissement dès qu'un objet se déplace ou tourne, etc. Si je suis dans l'espace objet, je vais avoir des problèmes pour les objets qui sont déformés. Donc que ce soit avec un skinning ou avec des bends, etc. Alors on a une autre possibilité, deux autres possibilités. La première possibilité, UV, va venir chercher la texture. Je vais diminuer un petit peu la taille de la texture. Ici on retrouve une texture 2D. Quand on fait le choix coordonné, ici la texture est définie dans l'espace UV, donc on utilise les coordonnées UV pour appliquer la texture. Il faut noter que le noise devient un peu plus rapide dans ce cas-là, mais ça devient une texture 2D, donc on est dépendant de nos coordonnées UV. Et il nous reste enfin le choix PRF. Alors le choix PRF est dans un premier temps assez similaire au choix Object, mais il va nous permettre, quand on fait une certaine opération, donc il faut venir ici dans les menus de texturing, de rendering, et dans le menu texturing ici, créer un objet de référence. Donc je vais cliquer une fois ici avec mon cylindre sélectionné. Je peux venir observer dans mon outliner qu'il y a un objet de référence qui a été créé ici. C'est un objet qui a des réglages un peu particuliers d'affichage. Vous voyez qu'il est mis directement en template ici. Et quand je viens sélectionner mon cylindre et jouer avec maintenant sa déformation, je vois que je vais utiliser en fait la texture telle qu'elle était appliquée sur mon objet de référence dans sa position donc figée, et je vais donc une fois pour toutes avoir positionné ma texture sur l'objet, et maintenant la texture suit la déformation. Donc c'est vraiment la technique à utiliser quand vous avez un personnage sur lequel vous voulez par exemple utiliser un noise 3D, et que ce noise 3D soit une fois pour toutes lié à nos faces. Alors je reviens sur ma texture, je reviens dans mon mode objet ici. Je peux observer quand même 2-3 choses dans ce mode objet. Donc ici sur mes objets, même s'ils n'ont pas d'UV, je vois que ma texture s'applique bien. Il y a un objet ici
sur lequel ma texture ne s'applique pas bien du tout. Pourquoi ça ne s'applique pas bien sur cet objet particulier? Donc je vais venir vraiment le sélectionner. Voilà. Ça ne s'applique pas bien ici parce que j'ai effectué une mise à l'échelle. Donc en mode objet ici, on voit que l'étirement en mise à l'échelle ne suit vraiment pas bien. Donc j'ai vraiment la même sphère ici. On voit que si je me mets à 1, je retrouve la même sphère et donc que ma texture s'étire quand je fais des scales. C'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop avoir des scales qui sont différents de 0 ici. Voilà, donc ceci clôture grosso modo l'explication du positionnement des textures de noise, que ce soit le cell noise ou le high noise. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je verrai dans une autre vidéo vraiment tous les autres paramètres de ces textures qui sont vraiment des textures qui sont vraiment super intéressantes dans Arnold. Donc maintenant je vais regarder les projections de textures. Donc je vais prendre un file ici et faire un clic droit ici, et plutôt que de le créer comme texture simple, ce qui se passe quand je clique simplement sur file, je vais le créer comme projection. Donc je vois ici qu'il y a tout un réseau de nodes qui sont créés. Donc je vais tout de suite aller me chercher une image. Donc on va venir vraiment sur le nœud de projection ici pour regarder les choix qu'on a ici maintenant. Donc si je me mets en off, je me retrouve avec mes projections UV classiques. Donc je vois que là où j'avais pas de développement UV ou où j'avais un développement UV, j'ai mes découpes classiques d'une projection 2D simple. Si je me mets sur planaire maintenant, j'ai vraiment ma texture qui vient se mettre dans ce petit carré ici. Donc je peux sélectionner. Là, voilà. Ma texture vient se mettre ici. Et cette texture est ensuite répétée à gauche, à droite, en haut, en bas, et ensuite projetée dans l'espace, et j'obtiens vraiment, si je déplace un objet ici, j'obtiens vraiment une sorte de texture 3D qui est générée par ma texture qui est projetée vraiment comme le ferait un tube de dentifrice dans l'espace. Donc je vais pouvoir vraiment utiliser les différentes coordonnées ici pour faire tourner, donc si je mets 45 degrés ici, je vais faire tourner ma texture dans l'espace. Donc on se retrouve vraiment avec les réglages d'une texture 3D classique. Alors on a différents types de projections. Donc cette projection planaire pourrait être utile par exemple pour projeter une rampe sur tous les objets dans l'espace et avoir une rampe par exemple verticale qui est projetée régulièrement dans l'espace. Avec une texture image, c'est probablement moins intéressant étant donné l'étirement qu'on a. On a d'autres projections. Si je prends une projection sphérique, je vais me retrouver avec une projection sur cette sphère que je vais repositionner précisément au-dessus, autour de ma sphère ici, en la mettant à 1. Donc on a une projection vraiment qui englobe maintenant mon solide platonique ici. Donc, si je me concentre vraiment sur mon solide platonique, on voit une projection sphérique classique. Je pourrais avoir également des projections cylindriques ou ball. Donc la projection cylindrique ici, elle va ressembler, mais c'est vraiment une projection de type étiquette de boîte de conserve. On a la projection ball qui va étirer notre texture autour de notre objet. Ici, mon objet est bien positionné, mais on voit donc on a cette projection un peu particulière ici. Alors on a une autre projection qui est la projection cubique qui cette fois va appliquer de la gauche, de la droite, projetée vers le centre de mon cube ici. Donc on voit qu'on a une texture cette fois qui est projetée dans 6 directions depuis le centre d'une boîte et qui va donc relativement bien s'appliquer ici sur la sphère, mais qui on voit sur le reste des objets qui est en fait projeté depuis le centre ici. Donc c'est un peu particulier ici. Alors on a le triplanar qui est assez intéressant. On va voir donc que celui-ci permet de projeter un peu dans toute ma scène. Ça permet de projeter depuis la gauche, la droite, le haut, le bas des faces. On voit que c'est dépendant ici de la mise à l'échelle de mon objet.
Je verrai encore un triplanar qui est un triplanar d'Arnold qui est peut-être un peu plus simple à utiliser. Alors je vais aller regarder maintenant, je passe le concentrique, je vais aller regarder le perspective. Donc quand je me mets sur perspective ici, je vois que j'ai une projection assez curieuse qui est frontale à la caméra, donc je dois venir régler le choix de ma perspective ici. Je pourrais prendre une perspective, une caméra ou une autre, donc j'en ai deux dans ma scène. Je vais rester sur ma caméra perspective et changer de vue ici. Donc je viens sur une autre caméra ici, changer mon angle de vue. Donc je vois cette fois que ma texture est projetée vraiment depuis la position de ma caméra perspective qui doit être ici. Donc j'ai différents réglages possibles qui vont me permettre, donc je vais revenir dans ma vue perspective ici. Donc j'ai quelques petits réglages qui me permettent de choisir comment ma texture est projetée, si elle remplit horizontalement, verticalement. Donc ici ma texture prend verticalement la hauteur du resolution gate, donc je vois bien toute ma texture, tout mon carré de texture ici, et puis il est répété à gauche à droite. Et donc j'ai vraiment ici une projection selon ma caméra. Donc ce type de projection peut vraiment parfois être intéressant, ça nous permet d'avoir une texture qui reste fixe par rapport à la caméra, donc pour mettre des trames et des choses comme ça, on pourra utiliser cette technique. Alors on va maintenant passer au parallèle dans Arnold, avec les nodes d'Arnold. Donc on avait vu comment placer une image simplement sur le carré de texture en la connectant. On pouvait la faire passer via un UV transform pour éventuellement, par exemple, la répéter ou la faire tourner. Donc ça on avait vu dans la vidéo précédente. Et on dispose en fait de 3 nodes supplémentaires qui vont nous permettre de faire l'équivalent de ce qu'on a vu avec les textures de Maya, et quelques possibilités en fait supplémentaires. Donc pour les créer, je vous rappelle qu'on peut simplement appuyer sur la touche Tab et puis en tapant quelques lettres du nom, par exemple de l'UV projection, on va pouvoir créer le node. Donc on va pouvoir retrouver le caméra ou le triplanar de la même manière. Alors pour les connecter, je vais venir trouver un champ équivalent. Ici c'était pass-through, ici je vais trouver, c'est le premier champ pratiquement typiquement, projection color, donc je connecte mon image au travers de ce node UV projection et je viens connecter ma texture toujours en prenant haute color et je me retrouve donc avec une projection qui sera de nouveau planaire, sphérique, cylindrique, ball. On a le shrink wrap en plus, cubique, donc les projections sont vraiment de type similaire à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors je vais pouvoir, donc je vais prendre par exemple la projection sphérique, je vais pouvoir choisir, ici c'est une projection sphérique par rapport au centre de ma grille ici, donc ma grille est centrée sous mon solide platonique ici. Je pourrais choisir une projection world ou object, et si je prends object, cette fois la projection se fait par rapport à chaque objet, par rapport à la position de son pivot, et donc ça fonctionne assez bien pour par exemple les projections sphériques ou cubiques ou autres. Donc je pourrais également utiliser les champs PRF ici, donc position de référence, si j'ai des objets qui se déforment. Donc ça fonctionne toujours avec ce système de créer des objets de référence ici. Et donc voilà, les projections pourront également être repositionnées, par exemple, ou, si je mets par exemple une rotation de 45 degrés, je vais faire tourner chacune de mes projections ici. Alors on a deux paramètres ici qui ne fonctionnent qu'avec les projections sphériques ou cylindriques, qui vont nous permettre de définir vraiment la manière dont la projection s'effectue, sur quel angle en U, sur quel angle en V ici. Donc ça nous permet de vraiment définir plus précisément les coordonnées, les projections sphériques et cylindriques. Donc on va venir regarder maintenant la projection de caméra, par caméra. Donc quand je connecte mon image
à la couleur de projection ici et mon haute color à la couleur ici de l'émission de mon matériau, j'ai une projection liée à ma caméra. Je peux vraiment venir choisir ma caméra, donc ici la perspective, la vue de mon rendu ou une autre caméra. Ici je choisis une autre caméra qui est située ici sur le côté. Alors j'ai un paramètre off-screen color qui me permet de définir une couleur pour tout ce qui n'est hors champ de ma caméra. Donc si je recule un peu ma caméra, c'est vraiment lié cette fois à la position de ma caméra elle-même. Voilà. Alors je reviens un peu ici, on a un paramètre de masque ici qui nous permet de multiplier notre valeur, donc on peut évidemment le texturer ici par exemple. Si je le texture avec une rampe circulaire, on me demande de choisir pour le masque un champ, donc grisé ici, ça veut dire que je dois prendre en fait juste par exemple le rouge pour avoir juste un niveau de gris. Et donc je me retrouve avec une projection cette fois qui est multipliée par mon masque, donc ici en rampe circulaire. Alors je vais casser ma connexion ici, revenir à un masque de 1. L'aspect ratio théoriquement voilà, va me permettre d'étirer ou de recompresser mon image. Donc si je voulais changer, si je voulais garder un aspect ratio par exemple de 1. Alors par défaut il est parfois lié aux paramètres de résolution de notre rendu. Donc ici on voit que ça ne change rien quand je choisis ma perspective, ça change uniquement quand je choisis une autre caméra. Alors on va aller regarder les paramètres de backfacing et front facing qui sont assez simples à comprendre. Donc si je décoche backfacing, je vois que il va aller uniquement projeter sur les faces qui sont visibles depuis mon angle de vue de la caméra ici. Donc si je suis sur le côté ici, je vois notamment sur la sphère que j'ai quelque chose qui n'est pas très agréable, c'est-à-dire que les faces, si l'heure normale est orientée vers la caméra, la texture est projetée. Si la normale de la face n'est pas orientée, elle est grisée, elle est à cette couleur off-screen color. Si je coche cette case Use Shading Normal, je vais utiliser cette fois Arnold va décider si les pixels sont orientés vers la caméra ou pas. Donc on a quelque chose d'un peu plus agréable ici quand on coche cette case là ici et qu'on utilise soit les faces frontales ou opposées à la caméra. Donc c'est un petit réglage qui est utile uniquement si on décoche ces cases là. Alors c'est pas très utile ici, a priori ça va faire des résultats un peu étranges, projection objet par objet, donc ça crée un truc un peu bizarre ici, pas très maîtrisable ici, quand on change les coordonnées ici. Donc je vais passer les coordonnées pour cette projection caméra. Donc la projection caméra elle pourrait être utilisée pour définir vraiment une projection finalement centrale par rapport à un point de l'espace, et on peut donc utiliser notre vue caméra pour savoir vraiment, si je reviens changer ma vue caméra ici, je peux vraiment utiliser ça pour définir comment se positionne ma projection. Donc ça peut parfois dans certains cas nous permettre de faire des effets spéciaux intéressants. Donc on a vu les deux projections UV ou caméra projection que l'on utilise quand même relativement rarement ou vraiment dans des situations très spécifiques. Il me reste à voir le triplanar qui est lui vraiment plus intéressant et qu'on va utiliser peut-être plus souvent. Donc je vais voir ça dans une vidéo séparée avec quelques exemples un peu plus particuliers pour voir que c'est vraiment peut-être celui qu'on utilisera le plus souvent.